Aujourd'hui, je tiens à vous parler de stratégie produit sous un axe marketing commercial et gestion de la marge à travers trois concepts qui sont la commoditisation, j'ai toujours du mal à le prononcer, la disruption et le déplacement de la valeur. Alors, la commoditisation, alors on va déjà voir ce que c'est. Par une définition, la commoditisation, c'est le processus par lequel un produit ou un service différencié par un autre attribut que le prix perd cette différenciation. Alors pour simplifier, ça veut dire que seul le prix différencie un produit d'un produit concurrent. Alors ce qui résulte d'une commoditisation, souvent c'est une guerre des prix où chacun va devoir au fur et à mesure baisser ses prix puisque c'est le seul élément comparatif. Je vais vous donner un exemple, vous voulez acheter des ramettes de papier pour un photocopieur, à part le prix, qu'est-ce qui va vous importer? Par contre, si vous voulez acheter un beau papier pour pouvoir écrire à la plume, ça va vous intéresser à une certaine qualité de papier, peut-être à son histoire, à ce qui va se conserver le temps, mais pour durer une ramette de papier, la seule chose qui vous intéresse, c'est le prix. Voilà, par exemple, c'est un exemple de commoditisation. Et on se retrouve avec une guerre des prix et donc un appel à la baisse des prix au fur et à mesure qu'on arrive à une commoditisation. Alors, pour les produits liés à la technologie, c'est encore plus grave puisque on va avoir une chute drastique des prix qui peut tendre vers zéro, voire atteindre le zéro absolu, et on va voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Alors, la commoditisation, à mon avis, après, elle est basée sur trois critères. La masse, c'est-à-dire la capacité à produire en masse ou à diffuser en masse, l'automatisation et l'effondrement du coût de la technologie. Et je vais vous le montrer à travers plusieurs exemples, la formation, l'hébergement, les films et séries et la comptabilité. Si je prends la formation, avant, on réservait une formation dans une salle avec un formateur, une formatrice. Ça existe encore d'ailleurs, mais ça va vous coûter par personne entre 400 allez, comptons large, 4 à 800 euros la journée. Donc si vous voulez une formation de 3 jours, vous allez payer 2400 euros. Maintenant, si on prend des sites par exemple comme Udemy, là j'ai par exemple une formation sur TypeScript qui est excellente d'ailleurs, c'est un langage de programmation de 40 heures. Oui, j'ai pas tout fait d'ailleurs, j'en ai fait qu'une partie. J'ai payé en promotion cette formation, je crois 12 dollars. Alors pourquoi est-ce que j'ai payé cette formation 12 dollars? Et vous voyez, c'est très bien, moi j'ai toutes les vidéos. Extract Voilà. and convert. Je peux faire les exercices, enfin c'est une vraie formation. Pourquoi est-ce qu'on a pu avoir ce tarif? Eh bien déjà, l'effondrement de la technologie. Il y a encore 10 ans, 15 ans, pouvoir disposer en masse de vidéos pour un large public coûtait cher. Maintenant, l'hébergement est le coût de l'hébergement s'effondre, même pour de la vidéo. Donc, le coût de mise à disposition est très faible. L'automatisation, ici tout est automatisé. Une fois que le formateur, la formatrice a fait son cours, c'est mis en ligne et chacun et chacune peut se former à son rythme. Donc il y a une scalabilité qui permet à une personne de proposer cette formation à 2, 3, 4, 5, 6, 10 000 personnes, alors qu'avant on pouvait proposer que 6, 7 stagiaires par formation et par jour. Donc il y a aussi la notion de masse. Donc une personne au fin fond de son bureau, alors je ne sais pas où est Maximilien, le formateur, je crois qu'il est aux États-Unis, mais je ne sais même pas où il vit d'ailleurs, peut former plusieurs dizaines de milliers de personnes, et c'est le cas par exemple de ce formateur qui produit vraiment de très bons contenus. Donc la formation peut maintenant produire en masse pour un coût très faible et scaler puisque je peux tout automatiser. Donc c'est pour ça que je peux obtenir des formations à 12 dollars en promotion. Quand c'est pas en promotion, c'est autour de 120 dollars. Bon, ça reste quand même très très faible pour des formations d'une quarantaine d'heures par exemple. Vous avez maintenant, alors je suis pas fan, mais vous avez LinkedIn Learning aussi, qui est là. Je trouve que le niveau est très bas. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Je vais me désabonner, mais je crois que c'est 20 dollars par mois et accès à toutes les formations. Donc là, c'est un autre modèle. C'est un modèle où j'ai accès à tout sur abonnement. Udemy, c'est un modèle où je paye, j'achète mes formations. Mais vous voyez que le coût est négligeable.
Si je m'intéresse maintenant à l'hébergement informatique, et bien pareil, l'hébergement, le coût s'est effondré. Avant, il fallait acheter des serveurs qui valaient une fortune, l'héberger soi-même dans un data center, payer le data center, héberger des applications, des sites, ça coûtait une fortune. Il y a eu aussi de l'automatisation. Maintenant, quand vous voulez avoir un serveur, en réalité, vous avez un robot qui va installer un OS sur une machine virtuelle, sur un serveur. Tout est automatisé, donc il n'y a plus besoin d'un humain pour prendre un serveur physique. Maintenant, on déploie un serveur virtuel. Et donc, sur un serveur, je peux déployer des dizaines, des centaines de serveurs. Donc, je vais pouvoir opter comme ça. Moi, je paye par exemple mon hébergement. Je crois que c'est... J'ai mon propre serveur virtuel pour 20 euros, je crois, par mois environ, hein. Il y a quelques années, j'aurais payé l'équivalent plutôt autour de 200. Et il y a encore quelques années, je l'aurais payé autour de 2000. Voilà. Et encore 20, c'est parce que moi j'ai pas mal de choses dessus. Mais vous, pour héberger un petit site, vous pouvez ça être à 3 euros, 4 euros par mois, ça suffit si vous avez un tout petit site. On est vraiment sur des coûts qui tendent vers le zéro, vers le pas presque rien, on va dire. Alors qu'il y a encore 20 ans, héberger son site, c'était compliqué et cher. Les films et séries. Pareil, on va prendre par exemple Netflix. La technologie pour pouvoir héberger des centaines de vidéos et les diffuser à travers le réseau, le coût s'est effondré. Tout est automatisé, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin, comme avant, pour les vidéoclubs, d'avoir des gens qui mettaient des cassettes vidéo dans des distributeurs ou avoir des magasins. Il suffit de mettre tout ça en ligne et après tout est automatisé. Donc il y a aussi là une automatisation et qui permet de vendre. Alors on verra le cas Netflix tout à l'heure plus tard, mais de vendre au monde entier. Donc on a une masse énorme qui fait qu'un abonnement Netflix, je crois, je ne sais même pas combien je paye, je crois que ça va être 12 euros. 12 euros par mois, voilà. Qui permet pour le prix même pas le prix d'un DVD, d'avoir accès à des centaines de films, de séries. La comptabilité. Alors la comptabilité, c'est un domaine qui va aussi, dont les prestations de base vont s'effondrer. Et là, on a deux types de publics. On a ceux qui pleurent, qui se plaignent, et on a ceux qui sont en train de voir que leur business est en train de se déplacer vers d'autres choses telles que le conseil. Pourquoi comptabilité? Pendant des décennies, on a payé pour de la saisie comptable. Pour simplifier, vous venez avec vos factures, vos devis, une boîte à chaussures remplie de vos tickets de caisse, et vous allez avoir des gens qui vont saisir tout ça dans un logiciel. De plus en plus, on va avoir une automatisation de ces éléments-là pour différentes raisons. Déjà, de l'OCR, donc la reconnaissance de caractère et de l'intelligence artificielle, pour pouvoir automatiser toute la saisie des notes de frais, des factures, etc. Et on a des standards maintenant de dématérialisation de la facturation, qui fait qu'on n'a pas besoin de ressaisir, par exemple, les factures de nos fournisseurs. Donc, automatisation complète de la saisie, ce sont des choses en cours. Effondrement du coût de la techno, je parlais justement d'OCR, d'intelligence artificielle, ce sont des choses qui avant coûtaient cher, maintenant qui ne coûtent strictement rien. Et ça va avoir un impact, c'est qu'on va pouvoir traiter plus de clients. Donc le coût de cette prestation de saisie va tendre vers peu. En tout cas, on va avoir un facteur 3, 4, 5, 6 de baisse des coûts. Donc les comptables vont voir leur facturation baisser de manière drastique. Donc on va voir tout à l'heure le déplacement de la valeur. Il va falloir qu'ils trouvent de la valeur ailleurs. Alors posez-vous maintenant la question pour votre métier, votre entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un effondrement de la techno qui permettrait de traiter ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'on ne peut pas automatiser ce que vous faites? Et grâce à ça, est-ce qu'on ne peut pas le vendre, vous ou vos concurrents, le vendre à des masses bien plus importantes? Si oui, il faut bouger tout de suite, sinon vous êtes mort. Alors, deuxième aspect intéressant maintenant de la stratégie produit, c'est la disruption. Alors, un très bon bouquin de Stéphane Mallard que je vous conseille, Disruption, qu'on peut trouver en papier, en Kindle, très très bon à lire. Il est en poche, maintenant il est sorti en poche. Moi je l'ai acheté pas qu'il était en papier, mais là il existe aussi en poche. Alors, je vais vous donner un exemple concret de ce qu'est la disruption. Bon, je pense que vous connaissez Netflix, mais vous ne connaissez peut-être pas forcément
Netflix des origines. À la base, Netflix est un service de location de DVD via la poste. Grossièrement, vous payez, je ne sais plus combien c'était, genre peut-être 20 dollars, 30 dollars par mois, et vous recevez 3 DVD par la poste que vous pouvez garder autant de temps que vous voulez, et vous pouvez les renvoyer, recevoir 3 DVD, etc., autant de fois que vous voulez dans le mois. Donc c'était un loueur de DVD par la poste et qui opérait seulement sur le marché US. C'est pour ça que la version, on va dire la V1 de Netflix est pas forcément très bien connue des Européens, parce que c'était limité au marché US pour des raisons tout simplement de logistique. Quel est le Netflix maintenant? Le Netflix actuel, c'est de la location limitée de films et de séries par Internet, j'ai oublié de le mettre, et c'est un marché mondial. Netflix, vous le voyez d'ailleurs dans les catalogues, vous avez des films indiens, des films coréens. Netflix est présent pratiquement dans tous les pays du monde, je pense. Vous avez des films brésiliens même maintenant, vous avez plein de choses. Vous avez énormément de pays. Mais est-ce que vous connaissez le futur Netflix? Le PDG de Netflix a été interviewé il y a peut-être il y a 1 an ou 2, je sais plus. Et disait que Netflix, l'avenir de Netflix, c'était pas Internet. C'était de produire des pilules qui, lorsque vous les avalerez, vous permettraient de vivre vos propres films à travers des rêves. Donc on voit bien que Netflix est passé d'un loueur de DVD à une entreprise qui va vous permettre, par des médicaments, de rêver vos films, de devenir le héros de vos propres films. Donc on voit bien que le PDG de Netflix se projette bien plus loin euh, que, que l'Internet. Donc quand on regarde, à la base Netflix c'était quoi? C'était un logisticien pour moi, puisque envoyer des DVD par la poste, c'est de la logistique. Après c'est devenu un géant de l'Internet, et il veut devenir un géant de la pharmaceutique mondiale. C'est ça disrupter, c'est se transformer en autre chose. Logisticien, géant Internet mondial, pharmacie. C'est ça la disruption, c'est carrément se transformer. Et certaines entreprises n'ont pas su le faire. Vous connaissez sûrement Kodak. Il faut savoir que Kodak, c'est quand même l'inventeur de l'appareil photo numérique. Et il l'a inventé, mais il n'y croyait pas, et ça l'a tué, puisqu'il pensait que les gens allaient continuer encore à acheter du film et à imprimer, à faire développer des photos. Et ben voilà, Kodak, la marque existe encore, elle a été rachetée pour le nom, mais bon, c'est une entreprise qui est morte. Mais Kodak est l'inventeur de l'appareil photo numérique et est mort de ne pas avoir cru à sa propre transformation. Donc c'est ça la disruption, c'est savoir se transformer. Donc c'est simple, soit vous disruptez, soit à un moment vous allez mourir. Parce que votre marché va se transformer. Qui serait encore prêt à payer maintenant pour aller louer des DVD? Personne. Donc votre clientèle va disparaître. Donc il faut savoir vous adapter. Un autre point intéressant dans les politiques produits, dans les stratégies produits plutôt, c'est le déplacement de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui existe quand même depuis pas mal d'années et qui n'est pas forcément bien perçu, parce que je trouve que les entreprises on gère très mal le pilotage par le risque et par la marge surtout. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez inquiétant en pas mal d'entreprises. On s'intéresse très peu à l'analytique, très peu aux marges nettes, très peu aux marges brutes, alors que ça apporte énormément d'informations et on n'ose pas se transformer. Je vais donner l'exemple, c'est le slide d'après, mais bon. On voit bien que les marges vont fondre par la commoditisation, donc une lutte sur les prix, donc un effondrement des marges, par la disruption, disparition de la demande. Vous êtes loueur de DVD, eh bien c'est simple, vous mourrez. Donc il aurait fallu vous transformer avant, parce que votre business est remplacé par un autre bien ou un service. Donc pour la commoditisation, il y a 2 stratégies possibles. Soit vous freinez des cas de fer, vous faites du lobbying. J'ai vu dernièrement un lobbying, je crois que c'était un acteur, un producteur, pour la vente de DVD. Je crois qu'il n'a pas compris que son business était totalement mort. Netflix, Amazon Prime et tout ça sont en train de tuer tout ça, ont déjà tué tout ça. Donc la seule solution, c'est ce que dit Stéphane Mallard dans son livre, c'est se suicider soi-même pour se renouveler. Sinon, vous mourrez.
Mais on a encore des entreprises qui veulent faire du lobbying pour pouvoir conserver leur business alors que leur business est mort. Mais c'est pas nouveau, hein. On peut retrouver des courriers, des tracts, par exemple, je crois que c'était les vendeurs de bougies qui s'étaient opposés à l'éclairage public au gaz, par exemple, des choses comme ça, vous voyez. Donc ce ne sont pas des choses nouvelles, hein. Il y a toujours eu du lobbying, l'électricité aussi qui a tué des métiers, les porteurs d'eau qui ont disparu à cause de l'eau courante. Il y a toujours eu ce lobbying. Et pour la disruption, eh bien, il y a l'environnement. Le premier qui fait gratuit tue les autres. Comme on dit souvent, winner take all. Si vous êtes le premier à passer gratuit, vous allez récupérer toute la clientèle et les autres vont pas pouvoir agir. Pourquoi? Parce que si votre concurrent passe en gratuit ou en presque gratuit, vous n'êtes pas prêt. Lui s'est préparé à ça. Il a géré toute sa stratégie par rapport à ça. Et vous n'êtes pas prêt. Vous êtes en position réactive. Tout votre business model, toute la structure de votre entreprise, toute la pyramide des salaires, rien n'est prêt pour ça. Donc vous êtes mort. Et votre marché va finir par disparaître, si justement, puisque le marché se transforme. Et là, vous êtes aussi encore en réaction. Vous êtes loueur de DVD, vous voyez Netflix, vous luttez contre, en disant non, moi je veux continuer à louer des DVD. Et quand il est trop tard, vous êtes en réaction, vous êtes en panique, et c'est trop tard, vous êtes mort. Alors, qu'est-ce que c'est le déplacement de la valeur? Je vais vous expliquer ça par un exemple. Alors, c'est assez simplifié pour ceux qui connaissent le e-commerce, mais c'est pour donner un exemple que tout le monde peut comprendre, assez simple, hein. Il y a encore, on va dire, 15 ans, allez, 15-20 ans, je voulais un site e-commerce. À l'époque, on appelait ça un site web marchand, je crois. Eh bien, j'allais payer un développement. Alors, ça allait vous coûter, c'était même des francs, je crois, à l'époque, 50 000, 100 000 francs. Ça va vous coûter très cher. Et sur quoi va se faire la marge? Sur le développement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de site de e-commerce, il fallait les développer. Puis après sont arrivés des WooCommerce, j'ai oublié le nom, enfin il y a plusieurs plateformes open source qui permettent d'installer un site. Donc le site e-commerce, sa valeur de développement, elle passe à zéro absolu. Actuellement, vous installez un WordPress, un WooCommerce, vous avez un site e-commerce en une demi-heure. Donc on va dire les 200 € de prestations d'installation et puis c'est fini. Donc il faut la marge s'évapore, il faut trouver autre chose. Donc après certains se sont dit on va faire de l'intégration. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va vendre des développements de thèmes, parce que c'est bien d'avoir un site e-commerce, mais il ne faut pas qu'il ressemble à celui du voisin. On va vous vendre du conseil, on va vous vendre de l'intégration bancaire, parce que ça c'est très compliqué, les banques sont toujours à la ramasse. Il n'y a pas d'autre façon de le dire sur leur système d'intégration bancaire. Et parfois, il faut attendre 3 semaines, un mois avant d'avoir accès au système d'intégration. Il faut lire une doc de 80 pages pour s'intégrer. C'est du pur délire, hein. Et aussi la logistique, tout ce qui est comment obtenir les meilleurs frais pour le transport de vos marchandises. Donc là, il y a tout un pôle d'expertise et de création. Ça, c'était vrai il y a encore quelques années. Mais si on prend les thèmes, pour allez, entre 15 et allez, on compte large, 30 $, vous avez des thèmes absolument géniaux. Allez, comptons 50 au pire. L'intégration bancaire, vous prenez PayPal, vous prenez d'autres choses. Vous avez quoi? Vous avez ouais, il y a PayPal, puis il y en a d'autres, je ne les ai pas en tête, mais vous avez un PayPal sur un site e-commerce, ça s'installe en une demi-heure chrono, et encore une demi-heure je compte large. C'est hyper simple. Il n'y a pas de papier à signer, il n'y a pas d'attente et il n'y a pas aucune latence. La logistique, vous avez des choses comme Stripe qui vous permettent, oui je crois que c'est Stripe, d'avoir une place de marché sur la logistique, c'est-à-dire il va vous trouver pour un poids donné, et pour une destination donnée, par rapport à différents transporteurs, le meilleur tarif, et ça en temps réel. Donc vous pouvez proposer comme ça des tarifs plus intéressants. D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que vous allez sur Stripe, par exemple, vous dites je veux faire un Colissimo ou quelque chose, ça vous génère une étiquette que vous avez payée qui vous coûtera moins cher que celle de la Poste et vous pouvez l'emmener à la Poste. C'est juste dingue. Donc ça s'installe pareil en Stripe un quart d'heure. Voilà. Donc tout ça est en train de, tous ces aspects-là sont en train de faire que la marge est en train de réduire à rien du tout. Mais d'ailleurs, si vous prenez le thème, on va revenir en arrière. Le thème,
L'effondrement des coûts techno, je peux héberger mon thème, je peux le vendre à plein de personnes pas cher au lieu de développer un thème pour un seul client, et je vais automatiser ça par une place de marché de thème. Il y a des places de marché où on peut acheter des thèmes. Voilà, donc le thème est aussi en train de se disrupter, pas de se disrupter, mais en train de se commoditiser. Mais on peut parfois gagner autant d'argent en vendant un thème 15 dollars à, par exemple, 1000 personnes, que de vendre 100, 1500 par exemple dollars un thème qu'on va développer en one shot. Donc vous voyez, la façon de vendre des thèmes aussi est en train de se changer aussi. Alors, il n'y a plus d'argent à faire ici, donc certains se sont dit maintenant on va faire du référencement naturel, du SEO, c'est-à-dire on va expliquer aux gens comment devenir premier sous Google, je simplifie un peu. Donc on va vendre de l'expertise. Mais c'est pareil, maintenant il y a des plugins, je crois que c'est Yoast, alors je ne suis pas sûr de l'orthographe, ça s'intègre à WordPress par exemple. Il y a une version gratuite qui est très bien, il y a une version payante qui est à, je crois que c'est 30 dollars par an, quelque chose comme ça, ouais, 30, 40, enfin c'est peanuts, qui va vous permettre de faire vous-même votre SEO. Il va vous conseiller, vous dire quels sont les problèmes dans tout votre site marchand, votre site non marchand, vous expliquer comment il le référencer, il va vous donner toute l'expertise, on va dire 90% de ce que pourrait faire une expertise de base pour 30 dollars par an, par an, excusez-moi, et tout en temps réel. Donc l'expert, dès que vous changez quelque chose, là il faudrait repasser par l'expert, là non. Vous changez les choses, vous relancez Yoast et il va vous analyser tout votre site. Donc le SEO, pareil, effondrement des marges, effondrement des marges, effondrement des marges. Donc certains se sont dit, on va faire du community management et du storytelling. Donc là, ça va être de l'accompagnement des entreprises pour gérer leur communauté, pour créer une histoire. Ça fonctionne encore, c'est ce qui se fait actuellement. Mais il faut voir des choses, c'est que le community management est en train aussi de s'écrouler. Pourquoi? Parce que sur un simple iPad, vous pouvez avoir des logiciels comme Spark, par exemple. Soit je crois Spark Post par exemple, vous avez Lightroom pour le traitement photo, ça c'est pour faire des petites vidéos, il y a Spark Web, je ne l'ai pas sur cet iPad là. Alors Spark, toute la suite Adobe là, je paye ça 11 dollars par mois. Lightroom, Spark, Creative Cloud, Premiere Rush pour le montage vidéo, je paye ça 11 dollars ou 12 dollars par mois, je ne sais plus. Et ça permet de faire des choses comme par exemple, je vais vous montrer ça. Mince. Par exemple, mince, où est-ce qu'ils sont? Ah voilà, excusez-moi. Ce genre de vidéo, ça se fait avec un iPad, un abonnement Adobe à 11 € et ça se fait sur son canapé avec l'iPad. Voilà. Et ça se fait en 20 minutes. Donc vous voyez que n'importe qui maintenant peut produire ces petites vidéos pour pouvoir publier sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est pareil, ce sont des choses qui sont en train de disparaître. Et je vous dis, là on fait des petites vidéos, mais vous avez Premiere Rush qui est intégré, qui vous permet de faire votre montage vidéo. D'ailleurs vous voyez, cette vidéo est d'ailleurs faite sur un iPad, j'ai même plus besoin d'ordinateur. Pour ce qui est du storytelling, on est revenu à plus de naturel, tout simplement. C'est que les fondateurs et fondatrices des entreprises prennent simplement leur iPhone et papotent sur les stories Instagram de manière très naturelle. Donc il n'y a plus de chargé de com, tout ça est en train de disparaître pour quelque chose de beaucoup plus spontané. Donc là pareil, les marges sont en train aussi de disparaître. Donc la question qui va se poser, c'est quelle est la prochaine étape pour faire de la marge? Puisqu'on a de moins en moins besoin de fournisseurs pour des valeurs qui sont très faibles sur des plateformes automatisées. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Barbara Attacks, c'était une série de conférences faite par The Family, mais ça traduit exactement ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs, et ces nouveaux acteurs sont là pour vous prendre votre argent. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Jeff Bezos, une citation de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Vos marges sont ma chance. On se rappelle de Jeff Bezos, à la base Amazon c'était quand même un type dans un garage qui vendait des bouquins.
et qui avait envie de prendre l'argent, de développer la vente de livres, et il a quand même pas mal écorné les libraires sur leur capacité à survivre, ou à vivre, voire à survivre. Donc, il faut voir que maintenant on a un abaissement drastique du coût d'entrée pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat sur plein de choses. Regardez, par exemple, vous êtes graphiste. Maintenant, qui ira payer pour faire un flyer, pour faire une vidéo? On peut le faire avec un iPad. Donc, il y a plein de métiers qui vont se retrouver attaqués par des barbares qui vont proposer des choses. Par exemple, Buffer, très belle entreprise pour pouvoir faire on peut faire des étiquettes, on peut faire des CV, on peut faire des packaging avec Buffer. Ça coûte Buffer, je crois que c'est $10 par mois, quelque chose. Je sais même plus, c'est c'est pareil. Donc tous les graphistes sont en train de se retrouver avec, en tout cas pour la presse à base, avec des gros problèmes. Et pour les grands groupes, c'est pareil, des petits peuvent les concurrencer avec des moyens dérisoires. On commence dans un garage et après on s'appelle Amazon. Et il y a plein d'entreprises qui sont en train de faire ça. Alors ce que font certains grands groupes, c'est qu'ils rachètent les petits quand ils commencent à devenir assez sexy pour pouvoir essayer de les intégrer chez eux. Mais on se rend bien compte que maintenant il est plus facile quand on est petit, avec des moyens très simples, avec un coût d'entrée qui est qui a énormément baissé, de lancer une activité, de commencer à concurrencer des acteurs qui sont bien plus gros que soi. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre tout ça? Je vous propose quelques pistes. Déjà, c'est se disrupter. Chercher toujours une nouvelle valeur, ça doit être obsessionnel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous devez connaître Legrand Électrique, multinationale du monde de l'électricité. À la base, c'était quand même une entreprise qui travaillait dans la faïence. Et par hasard, ils ont découvert qu'un de leurs ouvriers, c'était dans les années peut-être 1910-1920, avait récupéré de la faïence pour se fabriquer des prises électriques, des choses comme ça, à faire l'électricité chez lui. Et ça a commencé comme ça. Je crois que j'ai appris ça en analyse de la valeur de mémoire, mais voilà. Donc, d'une entreprise de faïence, c'est devenu un géant de l'électricité. C'est aussi se baser sur un modèle freemium, passer son offre de base en gratuit pour qu'elle devienne l'outil marketing et vendre des options. Dernièrement, on entend beaucoup parler, où est-ce que je l'ai mis, de Notion, qui est un système. Alors ça va beaucoup plus loin qu'Evernote, ça permet de faire de la prise de notes, d'avoir des tableaux, d'avoir des bases de données. Notion a drastiquement augmenté l'offre gratuite et en ce moment tout le monde en parle. Je connais beaucoup de gens qui sont en train de passer dessus, moi je suis même en train de tester. Alors je suis un vieux de la vieille, moi je suis sur Evernote, mais voilà, pareil, il faut se transformer ou mourir. Donc je regarde ce que je peux faire avec Notion. Là, je suis je suis en train de faire des tests, mais je m'intéresse à ça. Et Notion a drastiquement baissé son prix pour essayer de concurrencer notre ami Evernote. Voilà. Entre autres. Parce que Evernote, lui, se laisse un peu vivre malheureusement sur ses acquis. C'est ne pas être comparable. Ça aussi, c'est important. On le voit par exemple dans le monde de l'agriculture. Quelle est la différence entre un steak et un steak de bonne qualité, par exemple? Entre un litre de lait, ah oui, ça c'est le lait, par exemple, c'est dramatique parce que il n'y a rien de plus comparable qu'un litre de lait. On voit que les producteurs de lait sont en train de mourir à petit feu. Donc il faut travailler sur des produits un maximum transformés. Et ça, ce n'est pas que dans la techno. C'est aussi, par exemple, si on prend le monde de l'agriculture. Voilà. Par exemple, ici, on a une entreprise qui propose des produits à base de safran. Donc elle a transformé ses produits pour pouvoir faire de la confiture, pour pouvoir faire du caramel, etc. Donc un produit comme ça, c'est un produit qui est beaucoup moins comparable que du safran alors safran, ça coûte très cher, mais on peut comparer l'élément de comparaison entre deux safrans à qualité égale, c'est le prix. Là, on est sur quelque chose de différent. Il y a aussi ce qu'on appelle l'unfair advantage, c'est un élément qui fait que on ne peut pas vous copier sur cet élément-là parce que sinon on voit bien que vous voulez copier sur quelqu'un qui l'a fait bien avant vous, qui a créé cette identité. Si on prend l'unfair advantage, par exemple, prenons par exemple, je pense que vous connaissez ça. À l'époque, cette molette, c'est extraordinaire pour pouvoir faire défiler la musique.
personne ne pouvait le refaire, sinon on aurait dit mais ça n'est qu'une copie de l'iPod. Personne, à part des Chinois qui vendent ça pas cher. Et c'est ce qui fait que Sony, par exemple, qui proposait de très bons lecteurs MP3, marchait moins bien parce qu'ils n'avaient pas cette molette qui était extraordinaire et qui différenciait Apple de tous les autres lecteurs MP3. Donc, un autre exemple, Chanty Biscuit. Alors Chanty Biscuit, ce sont des biscuits sur lesquels on peut écrire des messages. C'est pas la seule entreprise qui en fait, mais Chanty Biscuit, par sa communication sur Instagram, est sur un ton décalé où elle se met énormément en avant. Et tous ceux qui veulent essayer de le copier, ça se voit que ce n'est qu'un clone de Chanty Biscuit. Donc voilà, par exemple, sur un produit qui est quand même basique, entre guillemets, j'écris un message sur un rien de plus comparable qu'un biscuit sur lequel on peut écrire, d'un autre biscuit sur lequel on peut écrire. Mais sa façon de communiquer, le fait de se mettre en avant, de représenter, d'ailleurs Chanty c'est son nom, vous voyez, de s'associer à son produit fait que les autres sont obligés d'essayer de trouver d'autres façons de communiquer et n'y arrivent pas aussi bien. D'ailleurs, ça donne faire avantage, mais si on prend Chanty, c'est aussi son storytelling et l'incarnation par la fondatrice. On voit beaucoup Chanty en ce moment sur des podcasts d'entreprise, on l'a vu chez The Family, on l'a vu sur pas mal de podcasts dernièrement, expliquer justement sa réussite entrepreneuriale. Donc la marque est très associée à la fondatrice. Donc vous voyez, il y a différents moyens de lutter, mais en tout cas, la chose à laquelle il faut vous poser la question, c'est quel est mon avenir, comment d'autres vont essayer de me tuer et comment moi je dois faire pour arriver à évoluer, car si je reste là, je vais sûrement mourir.